Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo à la fois pour les L1 et pour les L3, parce que ça traite à la fois d'art contemporain en l'occurrence, et ça traite donc d'extrême contemporain. Alors, il s'agit de quelque chose qui peut paraître assez complexe, puisque c'est un mélange d'art, de crochet et de mathématiques. En l'occurrence, il s'agit de géométrie hyperbolique. Comme ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple et c'est surtout très beau. Alors, je partage l'écran pour vous montrer, avant tout, le travail. Voilà, je vais le remonter un peu. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Le travail ici de Margaret Wertheim. En fait, il y a aussi sa sœur qui a travaillé avec elle, sa sœur jumelle. Et ça s'appelle Crochet Coral Reef en anglais dans le texte, comme vous l'avez vu. Alors, c'est absolument magnifique. C'est entièrement fait au crochet et ça met en œuvre à la fois des propriétés spécifiques des mathématiques et aussi, il y a une dimension extraordinaire de travail féministe et écoféministe, plus exactement, lié à l'écologie, à la grande barrière de corail. Alors, tout ce qui concerne cette œuvre se trouve dans ce livre de Haraway, traduit en français ici, Vivre avec le trouble, de Dodin Haraway. C'est une excellente traduction. Et je prends la page 148 où il est question de ce projet, qui s'appelle donc Crochet, Coral Reef, etc. Et, il y a une universitaire, une mathématicienne lettonne travaillant à l'université Cornell aux USA, qui découvre comment réaliser un modèle physique d'espace hyperbolique qui nous permettrait de sentir et d'explorer par le toucher les propriétés de cette géométrie unique. La méthode qu'elle emploie à cette fin est le crochet. Alors, le crochet, c'est une de mes grandes passions. Il me semble que ce n'est pas assez exploité en ce moment. Les gens font des pulls. J'en ai un justement que j'ai fait au crochet. Bon, c'est pas très palpitant. Ou alors des petits animaux mignons. Bon, là, brusquement, le monde du crochet va s'ouvrir à nous d'une façon absolument palpitante. Donc, je vais arrêter de partager pour vous montrer de quoi il retourne en matière de mathématiques. Et je vais essayer donc de me mettre devant la caméra pour que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un plan hyperbolique que je vous ai préparé au crochet et je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment on peut voir, grâce à ce genre de choses, qui déjà, vous voyez venir le corail qui va être réalisé ensuite par des artistes de tous les pays. On va voir ça en détail après. Pas seulement la dite Margaret, mais également, et pas seulement sa sœur jumelle qui est à l'origine du projet comme elle, mais également énormément d'autres personnes. On va le voir. Alors, c'est quoi le problème de l'hyperbole, enfin du plan hyperbolique? Alors, un plan euclidien, vous voyez très bien ce que c'est, espèce de truc plat avec des angles. Bon, c'est la géométrie euclidienne qu'on apprend à l'école, voilà. Vous voyez très bien ce que c'est qu'une parabole, il y en a sur toutes les maisons, donc comme ça. Mais alors, une hyperbole, c'est pas évident à voir. Et c'est pourquoi il y a donc cette mathématicienne, donc c'est Daina, oui, c'est ça, Daina Taimana en 1997 qui a l'idée d'utiliser le crochet. Alors, comment ça se passe? Je vous montre le truc. Ici, vous avez un plan, c'est plat, c'est-à-dire, bon, ben, on rajoute des mailles, vous voyez, et on obtient un plan plat. Là, je vous montre bien. Mais ensuite, ça se met à frisoter. Pourquoi? Parce qu'on a doublé en quelque sorte à chaque rang les mailles. Et c'est ça les propriétés de l'hyperbole. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une aire. On crée des aires, A-I-R-E-S. Créer des aires en question, en fait, c'est les mailles qui représentent ici les aires, les mailles du crochet. Donc, à chaque fois, bon, j'ai fait ce qu'on appelle des mailles serrées, c'est pas, voilà, des petites mailles les plus serrées possibles, disons. Et à chaque rang, à partir d'ici, j'ai rajouté un rang, un rang, un rang. Et la propriété extraordinaire de ce truc, c'est qu'à chaque fois que je rajoute un rang, j'utilise autant de laine que ce que j'ai déjà utilisé pour faire l'ensemble du truc. Vous comprenez bien, vous voyez, l'hyperbole, elle est hyperbolique au sens où elle se développe d'une façon, effectivement, bon,
comme on dit au sens commun, hyperbolique. Vous voyez ce que c'est, hein. D'ailleurs, l'hyperbole, vous connaissez, vous, très probablement le sens, disons, normal, enfin, comment dire, le plus courant pour des littéraires de l'hyperbole, c'est quoi? C'est une figure de style, d'exagération extrême. Vous voyez, cette espèce d'idée d'ouverture. Alors là, je vous montre le truc. Donc là, par exemple, ici, c'est bien en face, oui. Donc, je fais une maille ici, hop, une maille serrée. Alors, il faut voir, et à chaque maille serrée, j'en fais deux dans chaque maille. Vous voyez comment je double l'air. Donc là, hop, une maille serrée, je ne sais pas si on voit grand-chose. Et dans la même maille, alors j'essaie de bien montrer, dans la même maille, tac, je refais une maille serrée dans la même maille. Et ensuite, je continue pareil, c'est-à-dire dans la maille suivante, je fais une maille. Oh, ben, je l'ai raté, ça ne fait rien. Bon, ok, j'essaie de. On voit bien, on voit rien, voilà. Bon, voilà, j'espère que vous connaissez un peu la méthode. Voilà. Et ensuite, dans la même maille, je fais encore une maille. Donc, ça veut dire dans chaque maille, je double l'air. Hein, j'ai dégagé un peu, vous voyez, je double l'air. Et alors maintenant, si je m'amuse à tracer des droites, je vais faire ça avec mon crochet, voilà, on verra mieux comme ça. Alors, si je prends le centre, le cercle de base, là, on est en géométrie euclidienne, donc je vais d'un point à un autre, la droite, vous le savez, hein, c'est le plus court chemin d'un point à un autre, et vous voyez, il ne se passe rien. Enfin, c'est exactement comme c'est plat. On pourrait aussi bien dessiner ça au tableau. Mais si je commence à m'amuser, alors même chose, si je trace une droite qui va, mettons, un peu du centre jusqu'au bord entre les frises T, ben là, vous ne voyez pas, forcément, c'est de mon côté. Là, vous voyez, la droite, elle est droite. Alors, je reprends mes trucs. Bon, là, la droite, hop, droite. Ici, la droite, je la mets là. Et elle va, disons, dans le creux, hein, ici. Bon, ben voilà, ici, c'est droit. Mais si je commence à m'amuser maintenant, alors là, ça va être difficile, hein. Je prends mon crochet, vous voyez, cette chose droite, et je commence à le balader. Voilà, là, je me mets là. Je commence à le balader au bord, comment dire, du truc. Vous voyez comment ça s'étend. C'est-à-dire que ici, je suis allé de là à là, hop, je lâche, j'enlève le crochet, et vous voyez, c'est très peu par rapport à la circonférence. Hein. C'est une toute petite portion. Donc, vous avez compris le principe du truc, hein, c'est assez simple. Donc, alors, c'est quoi, bon, techniquement, les histoires comment dire, de géométrie hyperbolique? Ça n'obéit pas au cinquième postulat d'Euclide. Et c'est ça la grosse astuce. Alors, je vous montre l'histoire de ce cinquième postulat d'Euclide. Je vais essayer de partager l'écran et de dessiner. Voilà, je dessine. Ça ne va pas être top, mais bon, on va essayer. Alors, ici, j'ai fait une droite. Et si je suis euclidienne, ici, je fais un point. Voilà, voilà. Pas terrible. Enfin, vous le voyez, hein, ça fait 2 points au lieu d'un, mais bon, c'est pas grave. Et je ne peux faire passer par ce point parallèlement à cette droite-là qu'une seule droite. Bon, c'est pas top, hein, ma démo, mais vous avez compris. Ça, c'est la géométrie euclidienne. En réalité, la géométrie euclidienne, elle a quelque chose d'extrêmement limité. Elle marche uniquement pour des choses, disons, petites, quoi. Parce que vous savez, si on va vers l'infini, les deux parallèles, elles finissent toujours par se rejoindre. C'est-à-dire que avec les hyperboles et les paraboles, même déjà les paraboles, mais en tout cas les hyperboles, on entre dans la géométrie beaucoup plus passionnante, à mon avis, que la géométrie euclidienne, qui a tendance à m'ennuyer un peu avec ses angles, ses machins, ses trois sommes d'angles, de machins, de triangles. Enfin, tout ça, c'est barbant de mon point de vue. Mais là, et avec la géométrie non euclidienne, enfin la géométrie hyperbolique, on entre dans le monde des courbes, vous voyez, et de l'infinité des courbes. Il y a quelque chose de beaucoup plus passionnant. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec ce truc magnifique que je vous partage à présent, ce travail, voilà, le voilà, ce travail de Margaret Wertheim sur le crochet Coral Reef. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est Christine Wertheim qui a fait la proposition suivante à sa jumelle Margaret. Alors là, je vous lis le bouquin d'Haraway. Donc, nous devons crocheter une barrière de corail. Cela nous permettrait de défendre les récifs. Alors, c'est assez étrange d'imaginer comment on va défendre les récifs en crochetant une barrière de corail. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on propose? On propose
on n'agit pas sur la barrière de corail quand on fait ça, sur la barrière elle-même. Les deux filles sont nées justement près de la barrière de corail, hein, en Australie, Christine et Margaret Wertheim. Donc, Christine fait la proposition à sa sœur de réaliser ça. Ce n'est pas elle qui va le réaliser, c'est sa sœur, mais en compagnie de 8000 personnes, dit le texte, pour la plupart des femmes, bien sûr, en provenance de 27 pays, dont l'Irlande, la Lettonie, les Émirats arabes unis, l'Australie, bien sûr, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Croatie, ont joint leurs forces et crocheté de la laine, du coton, des sacs en plastique, des bandes magnétiques abandonnées, des fils à Scooby-Doo, du film étirable et à peu près tout ce avec quoi on peut faire des boucles et autres frisures qui répondent aux règles du crochet. Donc, le code, c'est le plan hyperbolique des modèles qui acquiert une forme plissée au fur et à mesure que le nombre de rangs s'accroît. Hein, ça, c'est ma participation très, très limitée, comme vous le voyez, au projet en question. Et donc, finalement, on arrive à créer ainsi la vitalité des formes de vie, donc de représenter le processus de formation par un analogone, par une analogie, c'est-à-dire pas en intervenant directement sur la barrière, mais en créant quelque chose qui montre comment se crée la barrière. Alors, je vais un peu vous montrer quand même, pour rendre ça moins abstrait, le travail. Donc, vous avez ici voilà, donc c'est très grand. Là, on voit bien avec les spectateurs et spectatrices, on voit bien la taille, hein, vous voyez, de la réalisation. Et puis, cette espèce de fourmillement, d'entortillement, une sorte de vision frappante de ce qu'est la vie dans un récif et qui remet finalement comment dire, les mammifères à leur juste place. Enfin, il y a aussi cette dimension-là, c'est immense. Vous voyez, tout ça, c'est absolument immense. C'est très, très grand, extrêmement beau, d'une variété incroyable. Et donc, on reproduit exactement par le fil, on reproduit le processus de la vie même qui exclut complètement les grands mammifères. Hein. Alors, vous savez que les grands mammifères, ils n'ont pas une énorme importance, hein, dans le schéma de la vie. Bon, ces animaux sont là surtout en fait, pour abriter des bactéries, hein, les bactéries anaérobies. Vous savez que l'oxygène, ça a été, comment dire, une des choses les pires qu'a pu subir la vie. C'est une catastrophe écologique énorme, l'arrivée de l'oxygène pour les vrais éléments de la vie qui sont justement ça, qui sont les bactéries, les coraux, les méduses, les arthropodes, les échinodermes, enfin tous ces éléments-là que représente ainsi le travail. Alors là, on voit, bon, le principe de base, c'est une sorte d'immensité colorée, une variété infernale. Regardez le détail des sculptures. Il y en a pas une qui est pareille à l'autre. Enfin, et en plus, bon, là, encore un exemple, d'énormes concrétions dont on ne sait pas si elles sont minérales, végétales ou animales. C'est-à-dire, il y a vraiment une sorte de chaîne, hein, de continuité du vivant, au milieu de laquelle l'humaine, ici représentée par une spectatrice, apparaît comme extrêmement mineur. Ça remet les choses à leur place. Hein. C'est ça qui est assez fort dans ce projet. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est devenu un genre, le Coral Reef. C'est devenu, et là, c'est une page d'Etsy où les gens vous vendent des patterns pour faire des Coral Reef crochets, vous voyez, des patrons. Il y en a qui vendent des objets réalisés déjà, d'autres énormément de patterns, hein, c'est-à-dire de patrons, hein, de modèles, hein, pour réaliser ça. Donc, c'est assez frappant de voir comment c'est devenu finalement le crochet, enfin, c'est devenu une activité de crochet comme les autres autour de ce fantasme de réaliser des coraux. Alors, je reviens en arrière sur tous ces coraux, après vous avoir montré comment cet art a eu tellement de succès qu'il est devenu, il est rentré chez Etsy, hein, ça en dit long. Hein. Alors, je vais reprendre cette image-là.
pour montrer comment les serres en question, alors comment ça s'est passé ensuite, pour repréciser. Création de formes de vie, d'êtres crénelés, prenant vie à la manière des bestioles marines des récifs vulnérables, une sorte d'ADN fibreux, hein, pourrait-on dire. On utilise tout, des bouteilles en plastique, des détritus, des emballages en plastique bleu du New York Times, etc. Et finalement, ici, il y a une espèce de symbolique, de symbiose, où les récifs coralliens crochetés offrent une sorte de connaissance hyperbolique incarnée. Là je vous cite Haraway. Donc il y a eu énormément d'expositions aux USA, etc., des forêts coralliennes. Les filles, pardon, les sœurs Wertheim ont créé à Los Angeles un institut pour la figuration, Institute for Figuring, fondé en 2003, qui s'intéresse à la dimension esthétique des mathématiques, de la science et de l'ingénierie. Et l'idée, c'est de mettre en œuvre des arts de vivre sur une planète abîmée au moyen de groupes comme ça qui créent des choses à la croisée des arts, des sciences et de l'activisme. Donc voilà tout le travail de Margaret et Christine Wertheim qui sont nées. Alors l'endroit où elles sont nées, ça s'appelle Brisbane, près de la Grande Barrière de Corail. Et finalement, quel est l'intérêt final de cette œuvre, indépendamment du fait que enfin, c'est-à-dire qu'elle crée comme ça des rapports entre le vivant, la reproduction du vivant, l'envahissement du vivant, et un regard d'un seul coup sur la vraie vie, qui n'est pas la nôtre, hein, qui est celle d'animaux qui ont toujours été placés au 19e siècle, hein, dans les bouquins scientifiques, tout en bas d'une échelle où il y avait en haut l'homme, hein, ça je vous en reparlerai, l'homme naturellement, pas la femme. Hein. La femme, c'était la gentille épouse derrière, façon Ève tradie, et il y avait le mec en haut qui montrait le chemin d'un doigt très mansplainer. Donc on avait cette vision hallucinante avec des arbres de la vie au 19e siècle, où en haut, vous aviez l'homme, 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 et pas l'humain, l'homme, hein, bien sûr, très très masculiniste, très néocolonialiste, enfin l'homme blanc en haut du truc, et puis ça descendait jusqu'à ces animaux-là, c'est-à-dire jusqu'à tout ce qui était méduses, animalcules, bestioles, etc. Donc il y a cette dimension-là, mais aussi il y a une autre dimension dans l'art que je voudrais signaler, notamment pour l'art contemporain, c'est de rendre visible et d'occuper la place. Parce qu'il faut bien voir, comme disait par exemple Jean Dubuffet, l'art, il n'est pas là où il dit qu'il est. Et quand on vous dit l'art, c'est des mecs, uniquement des hommes en train de représenter des machins d'art contemporain, c'est souvent pas vrai. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont pris dans une structure qu'on appelle l'art contemporain, ils réussissent, ils font des choses, etc. Mais ils occupent finalement un espace dans lequel leur visibilité typique patriarcale s'inscrit plus que jamais. Donc c'est pour ça que ce genre de travail est extraordinaire, c'est qu'il fait exister autre chose. Et il ne fait pas exister des femmes contre des hommes. Vous voyez, ce n'est pas un travail de réponse du berger à la bergère, si je puis dire. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment aller ailleurs, créer un autre espace, renouer avec une dimension différente de l'espace et occuper cet espace pour donner à voir. Et c'est pour ça que c'est intéressant. L'art féministe d'aujourd'hui, donc c'est un exemple, l'art écoféministe hein, en l'occurrence, puisqu'il s'agit du sauvetage de la Grande Barrière de Corail, c'est que ça prend sa place. Et là, ça prend une sacrée place. Il paraît que les deux artistes enfin, les deux sœurs, plutôt, il y en a une qui a lâché l'affaire, mais l'autre continue à le faire. Les deux sœurs ont une maison remplie de pelotes de laine, de travaux en cours. Enfin, ça prend une place folle. Et cette place qui est prise, c'est une visibilité. C'est-à-dire que du coup, ça renvoie les petites choses dans des musées un peu ennuyeux d'art contemporain, très mode, très hype. Vous voyez, les petites choses masculines
reconnus, qui entrent dans des circuits, comment dire, on va à Versailles, on va chez Perrotin, on va chez le gars de Venise, là, dont j'ai oublié le nom, bon, peu importe. Vous voyez, il y a des circuits de mecs ils vont chez la galerie Perrotin, ensuite ils vont à Versailles, ensuite ils vont Nien, tout ça, c'est des circuits comme n'importe quel, disons, je sais pas, n'importe quel groupuscule social qui fonctionne avec ses petites règles, etc. Mais c'est dommage de laisser l'espace de la visibilité uniquement à ce genre de choses qui en fait ne donne à voir qu'un fonctionnement social de reconnaissance avec des systèmes internes de reconnaissance. Là, on est dans quelque chose qui s'impose par la quantité et qui crée ainsi une visibilité autre. Et qui, enfin, comment dire, l'espace mental, l'espace du visible, est moins saturé par ces histoires de mecs qui font leurs petits trucs et qui, comment dire, tournent dans une logique avant tout sociale de reconnaissance entre pairs, en quelque sorte. Alors, pairs, P-A-I-R-S, mais ça pourrait être aussi P-E-R-E-S. Enfin, il y a ce côté patriarcal très, très fort. Avec ensuite les prix, le prix Turner, les cotes, enfin, la cote de la vente, des machins, etc. Bon, je ne sais pas, on peut penser par exemple au Jeff Koons, hein, qui a été quand même trader pendant 5 ans. Hein. Il a dû en apprendre hein, quand il était trader. Vous voyez ce genre d'art contemporain-là, basé sur, comment dire, un système interne de reconnaissance, un mécanisme, mais qui n'est pas très intéressant en termes de visible et qui n'offre pas les mêmes perspectives d'occupation de l'espace du visible que ici, ce travail de corail, où là, le grand récif, on le voit. Et donc, la puissance écoféministe de l'œuvre, elle est très, très forte parce que l'espace est enfin occupé par quelque chose d'autre que des systèmes intérieurs de fonctionnement, de reconnaissance entre hommes, mise en scène dans diverses structures que ces hommes dont ces hommes ont les clés, en quelque sorte, qui sont certaines galeries, certains musées, certains espaces privilégiés, devant lesquels le peuple est censé ne rien comprendre. Alors ça, c'est une obsession, l'art contemporain. On ne comprend rien, ben, ce n'est pas qu'on comprend rien, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Hein. Si, il y a à comprendre que c'est entièrement un problème de sociologie. Et à ce titre, je vous recommande le bouquin d'art contemporain, sur l'art contemporain, écrit par Raymond de Moulin, qui montre bien le mécanisme sociologique de l'art et comment effectivement proposer à un peuple ébobie ou ébodi, je ne sais plus comment on dit, bon, proposer au peuple comme ça qui est censé ouvrir la bouche en faisant ah le fonctionnement d'un système social de valorisation entre mecs, je comprends que ça n'ait pas d'intérêt et que les gens disent, les gens sont rebutés, ils disent je comprends rien, on n'en veut pas de cet art contemporain là. Il occupe sa place, il occupe sa rhétorique. C'est une rhétorique, comment dire, qui tourne, qui ronronne. Bon, ben, très bien, on n'a rien à dire. Hein, c'est un espace comme un autre, un espace sociologique comme un autre. Bon, mais là, on est dans une autre dimension. On est vraiment dans la dimension d'un art qui a quelque chose à exprimer de fort par rapport non seulement à la défense de ces récifs coralliens, mais par rapport à la mise en œuvre de la présence d'autre chose que l'humain, ou plutôt l'homme en l'occurrence, c'est-à-dire moi le mec, moi le génie qui fait l'œuvre, donc je suis reconnu, je vais à la galerie machin. Vous voyez, tout ce système très désuet, très ennuyeux, très barbant. Enfin bon, voilà, très 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 barbant surtout. Enfin, c'est rasoir, hein, tout ça, ce genre d'art. Ici, ce qui est frappant, c'est que l'autrice, enfin, c'est pas l'autrice, enfin, elle n'est pas, c'est pas la seule artiste. Il y a des 8000, combien c'était 8000 femmes, je sais plus combien, ou plus encore, j'ai oublié, bon, tout à l'heure, mais un chiffre énorme de femmes, et elle est complètement bouffée, vous voyez, par ces coraux. Là, il y a tous les coraux devant et elle est toute petite silhouette derrière. L'humain n'est pas si important, donc on n'est pas dans la même rhétorique obligatoire, on n'est pas dans le même rapport art et sociologie, on n'est pas dans les mêmes systèmes de valorisation réciproque que suggère un art contemporain traditionnel, quoi, avec, comme dit Raymond Moulin, sa convention d'originalité.
ça c'est assez frappant comme notion. Effectivement, les mecs, là, de ceux dont je parle, qui doivent faire des trucs dans les galeries, qui ont une cote à ne pas laisser retomber, qui sont collectionnés, ils doivent obéir à l'originalité, mais l'originalité est une convention d'originalité. Bon, écoutez, c'est sur ces mots que j'achève mon discours d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas fait de questions pour les L3 parce que c'était aussi pour les L1 et je ne voulais pas vous troubler. Je vais d'ailleurs reprendre, si vous voulez bien, un petit peu les modalités parce que j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas très bien compris le système. Donc, après cette vidéo, je vous en fais une deuxième où je vous réexplique le système. Et ensuite, pour les L3, je vous ferai des vidéos dans lesquelles il y aura les questions qui restent, il en reste 7. Et pour les L1, vous avez toutes vos questions et a priori toutes vos vidéos. Voilà, merci beaucoup.